Bonjour, donc je suis Nathalie Bajos, sociologue, directrice de recherche à l'INSERM, qui est l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Bonjour Madame Bajos, vous coordonnez une grande enquête nationale pluridisciplinaire pour étudier la santé et les enjeux sociaux de la pandémie de Covid-19 et du confinement. Cette enquête est intitulée SAPRIS, Santé, pratiques, relations et inégalités sociales pendant la crise Covid-19. Pouvez-vous préciser les objectifs et la méthodologie utilisée dans la réalisation de cette enquête ? Alors, c'est effectivement une grande enquête nationale qui a été lancée au mois de mars dernier, au tout début de la diffusion de l'épidémie de Covid-19 en France. Et l'objectif de cette enquête était double. D'une part, on voulait pouvoir étudier la dynamique de l'épidémie, c'est-à-dire savoir quelles étaient les personnes touchées et quelles étaient les caractéristiques des personnes touchées et comment l'épidémie allait évoluer dans le temps. Donc ça, c'est l'objectif, je dirais, plus épidémiologique, d'étudier la dynamique de l'épidémie en population générale. Et puis le deuxième objectif était plus un objectif sociologique, c'était d'essayer de comprendre dans quelle mesure les conditions de vie, c'est-à-dire où est-ce qu'on habite, avec qui, qu'est-ce qu'on fait comme travail, est-ce qu'on est sorti travailler pendant le confinement, etc. Dans quelle mesure les conditions de vie favorisent ou non l'exposition au virus. Et inversement, dans quelle mesure l'épidémie pouvait avoir un impact sur les conditions de vie des personnes, notamment sur leur situation d'emploi, mais également sur leur situation financière. Ça, c'est vraiment l'objectif de cette enquête. La méthodologie que nous avons utilisée pour l'enquête EPICOF, pour épidémiologie et conditions de vie, nous avons eu l'opportunité de constituer ce qu'on appelle un échantillon représentatif de la population. Alors, sans rentrer dans les détails statistiques, il y a deux façons de faire un échantillon représentatif. Soit vous faites une méthode par quota, c'est-à-dire que vous dites en France, il y a 50% de femmes, 50% d'hommes, X% de jeunes de 18 à 24 ans, X% de personnes de 65 ans et plus, ça ce sont les données du recensement, et vous essayez de constituer un échantillon qui ressemble au profil de l'épidémie. Et pour ça, vous contactez des gens. Donc, au début, vous prenez un peu tout le monde. Et puis, au bout d'un moment, vous vous dites, ça y est, j'ai suffisamment de femmes de 20, 25, 29 ans. Donc, si je tombe sur une femme de 25, 29 ans, je ne vais pas l'interroger. Puis, vous continuez ainsi jusqu'à ce que vous arriviez à remplir vos petites cases de quotas. C'est la méthode qu'utilisent les instituts de sondage pour faire tous les sondages, qu'il s'agisse de sondages politiques ou de sondages de consommation. Il y a une autre méthode qui est la seule vraie méthode d'un point de vue puriste statistique, c'est de faire un échantillon aléatoire. C'est-à-dire que vous tirez au sort dans une base de sondage toutes les personnes qui vont participer à l'enquête. Et cette méthode, elle est très importante parce que c'est la seule méthode qui permet d'appliquer ce qu'on appelle la théorie des sondages et donc de calculer si deux pourcentages sont différents d'un point de vue statistique ou non. Et ça, c'est vraiment important pour interpréter des différences entre groupes sociaux. Donc la bonne méthode qu'on enseigne sur les bancs de l'université, mais peut-être aussi sur les bancs du lycée, c'est de faire des échantillons aléatoires. Et donc pour ce faire, nous avons travaillé avec l'INSEE, qui est l'Institut national de la statistique et des études économiques, qui nous a permis de tirer au sort un échantillon de 350 000 personnes dans une base administrative de l'Institut INSEE et de proposer des réponses à toutes les personnes, qui avaient été tirées de pouvoir participer à l'enquête. Au total, on a plus de 135 000 personnes qui ont répondu à cette enquête. Et des personnes qui avaient entre 18 ans, plus de 15 ans, de 15 ans jusqu'à un âge très avancé. Très bien, donc nous sommes effectivement très, très pressés de voir un petit peu les conclusions qu'on pourra tirer de cette enquête. Et à cet égard, je souhaitais vous poser une autre question, c'est quel est l'apport du regard de la sociologue lorsqu'on traite des problématiques de santé publique ? Alors, c'est une question extrêmement importante parce que pour beaucoup de personnes, la santé publique, en fait, quand on parle de santé publique, on parle d'épidémiologie. L'épidémiologie, c'est une discipline scientifique dont l'objectif principal est de caractériser la fréquence d'une maladie dans la population et les facteurs qui sont associés à la survenue de cette maladie.
Et dans la santé publique, en fait, dans son acception large, la santé publique, ça couvre en fait tous les domaines qui permettent de comprendre la santé, les enjeux de santé au niveau d'une population. Et on comprend bien que si l'épidémiologie est une approche fondamentale, elle doit nécessairement être complétée par des approches qui relèvent des sciences sociales, qu'il s'agisse d'ailleurs de la sociologie, de la démographie, de l'économie, de la psychologie ou d'autres disciplines encore. Et c'est extrêmement important pour comprendre finement pourquoi on observe que tel ou tel groupe de la population sont plus exposés à une maladie, c'est-à-dire finalement, si l'épidémiologie nous permet de comprendre la distribution d'une maladie dans la population et les facteurs associés à cette distribution, les sciences sociales et en particulier la sociologie permettent de donner un sens à toutes ces données qu'on observe. Et je vais peut-être vous apporter un exemple très concret pour que vous compreniez bien. Dans l'enquête EPICOF, donc, on a pu montrer auprès de notre échantillon de 130 000 personnes que, en moyenne, en France, au mois de mai dernier, il y avait 4,5% de personnes qui étaient positives au test du coronavirus. Et il y avait une grande variabilité géographique de ce taux moyen de 4,5 et ça pouvait aller jusqu'à 11,7% par exemple en Seine-Saint-Denis, à moins de 2% dans certains départements très peu touchés. Donc on documente cette variabilité et on peut aussi regarder quelles sont les caractéristiques des gens pour lesquels on a trouvé un test positif. Et on se rend compte que par exemple, c'est le fait de vivre dans une commune de forte densité, le fait de vivre dans un logement surpeuplé, le fait d'être sorti travailler pendant le confinement, le fait d'avoir quelqu'un qui a le Covid chez soi, le fait d'avoir tel âge, etc., etc. Donc l'épidémiologie permet, je dirais, de dresser comme ça un constat assez objectif de qui est touché et quelles sont les caractéristiques associées au fait d'avoir un test séropositif. La sociologie, elle, nous a permis, dans l'enquête EPICOF, d'analyser finement la question des inégalités sociales. C'est-à-dire qu'on a pu montrer que les personnes qui vivaient dans une commune très dense avaient certaines caractéristiques sociales et démographiques, que celles qui vivaient dans un logement surpeuplé avaient aussi certaines caractéristiques particulières d'un point de vue socio-démographique. De même que les personnes qui étaient sorties travailler pendant le confinement. Et plus important encore, donc vous voyez bien intuitivement que si on vit, enfin ce qu'on a montré d'ailleurs, si on vit dans une commune dense et dans un logement surpeuplé et qu'on est sorti travailler, on cumule des facteurs structurels, des facteurs qui renvoient aux conditions de vie et qui favorisent la surexposition de certains groupes sociaux au virus. Et plus intéressant encore, ou toujours pas plus exactement, on constate aussi que les personnes qui ont ces facteurs de risque d'être contaminées sont aussi les mêmes qui vont être plus touchés par la maladie, par l'épidémie, en termes de conséquences sur leur travail ou conséquences sur leur situation financière. Un exemple très concret vous permettra de comprendre ce qui se passe. Par exemple, la situation des immigrés en France. On a montré dans l'enquête EPICOF que les personnes immigrées, et notamment celles qui viennent d'un pays extra-européen, étaient beaucoup plus touchées par le virus. C'est-à-dire que le taux de positif dans la population des immigrés de première ou de seconde génération qui viennent d'un autre pays que l'Europe est beaucoup plus important que pour les personnes qui sont françaises nées en France de parents français. Le rapport est du simple au double. Et quand on regarde, donc c'est une réalité sociale, certains immigrés sont beaucoup plus touchés par l'épidémie que d'autres personnes. Et quand on regarde finement pourquoi ces personnes-là sont plus touchées, on se rend compte qu'en fait, c'est pas le simple fait d'être immigré qui est important. Et ces personnes sont plus touchées parce que elles vivent plus souvent dans des communes très denses, elles vivent plus souvent dans des logements surpeuplés et elles sont plus souvent sorties pour aller travailler. Et leur situation financière et leur situation d'emploi s'est davantage dégradée. Donc voilà, je crois, un bon exemple pour montrer l'intérêt d'une double approche et épidémiologique et sociologique pour arriver à comprendre ce qui se passe, ce qui est important évidemment pour les politiques de prévention. Donc en fait, l'épidémie, si vous voulez, elle est venue se heurter à des inégalités sociales très fortes qui structurent la société française. D'un autre côté, les mesures qui ont été mises en place par le gouvernement et notamment la possibilité du recours au chômage partiel ou technique qui permettait à l'époque aux personnes de toucher 84% de leur salaire et que les entreprises pouvaient éventuellement compléter,
ces mesures ont évité, je dirais, un accroissement encore plus massif des inégalités. Elles ont limité la casse, si je puis m'exprimer ainsi. Mais pour autant, on voit que ces mesures n'ont pas été suffisantes pour véritablement empêcher l'accroissement des inégalités sociales. Et j'en veux pour preuve que les personnes qui finalement ont le plus subi les effets de l'épidémie sont les personnes les plus pauvres, les personnes qui ont des emplois précaires. Donc les politiques en place, elles ont permis de limiter l'accentuation, mais elles ne l'ont pas empêché. Donc comme dans la lutte pour n'importe quelle épidémie, on voit là un phénomène qui est qu'une politique de prévention se heurte à des inégalités sociales et que parfois même, souvent je dirais, elle contribue à les renforcer, surtout quand ces politiques de prévention sont conçues et appliquées à l'ensemble de la population sans tenir compte des conditions de vie des personnes. Très bien, je vous remercie Madame Nathalie Bajos, merci pour cette analyse.